Salam alaikum. Vous avez déjà vu qu'au cours du réflexe myotatique, l'arrivée d'un message nerveux entraîne la contraction du muscle étiré. Alors là, une question qui se pose, comment un tel signal électrique provoque la contraction des muscles? Pour répondre à cette question, on doit comprendre ce qui se passe tout d'abord au niveau de la plaque motrice et puis au niveau du muscle même. On va voir donc ce qui se passe au niveau de la plaque motrice, la jonction neuromusculaire, grâce à cette animation. Alors, vous savez que la contraction des fibres musculaires est précédée par l'arrivée d'un message nerveux au niveau du motoneurone. L'arrivée de ce signal électrique provoque l'ouverture des CVD CA2+, et par conséquent l'entrée des ions calcium. Les ions calcium agissent au niveau des vésicules synaptiques qui vont libérer au niveau de la fente synaptique un neurotransmetteur appelé acétylcholine, qui est d'ailleurs l'unique neurotransmetteur au niveau de la plaque motrice. L'acétylcholine, qu'on voit, se fixe au niveau des récepteurs spécifiques localisés au niveau du sarcolemme et provoque l'ouverture des CCD, les canaux chimiodépendants. Ce qui va donner naissance à un ppm, potentiel de plaque motrice, qui atteint le seuil et déclenche l'ouverture des CVD. L'ouverture des CVD permet une entrée massive des ions sodium et, par la suite, la naissance d'un potentiel d'action musculaire. Ce dernier se propage le long du sarcolemme et agit au niveau des citernes du réticulum endoplasmique pour stimuler la libération des ions calcium. Ces ions vont agir maintenant au niveau des myofibrilles. Mais là, on assiste aussi à une hydrolyse de l'ATP qui entraîne la contraction de la fibre musculaire. La contraction de la fibre musculaire, comme vous le savez, caractérisée par un raccourcissement du sarcomère. On peut donc comprendre que la contraction du muscle nécessite une énergie chimique qui provient de l'hydrolyse de l'ATP. Et là, la question qui se pose, comment l'énergie chimique provenant de l'hydrolyse de l'ATP est convertie en énergie mécanique? L'énergie mécanique, c'est-à-dire la contraction du muscle. Comme vous l'avez compris, donc la contraction du muscle nécessite une énergie. L'énergie provient de l'hydrolyse de l'ATP. Cette réaction produit ce qu'on appelle une énergie chimique qui va être convertie par la suite en énergie mécanique. L'énergie mécanique veut dire, bien sûr, la contraction du muscle. On va essayer donc de comprendre comment se fait la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. On va donc essayer de comprendre comment l'énergie chimique libérée ou suite à l'hydrolyse de l'ATP est convertie en énergie mécanique. Alors, comme vous savez, les fibres musculaires sont constituées de deux types de filaments, les myofilaments épais de myosine et les myofilaments fins d'actine. Au repos, les sites de fixation des têtes de myosine qu'on voit sont masqués par une protéine. Les deux myofilaments sont détachés. Maintenant, au cours de la contraction, vous vous rappelez qu'on a déjà vu que les ions calcium sont libérés à partir du réticulum endoplasmique. Eh bien, ces ions vont se fixer au niveau des filaments d'actine et par la suite, les sites d'attachement d'actine-myosine sont démasqués. Ceci permet l'attachement des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Alors par la suite, la molécule d'ATP subit la réaction d'hydrolyse qui permet la libération d'énergie. Cette énergie va permettre d'abord le pivotement qu'on voit, comme c'est indiqué par le chiffre 1, le pivotement des têtes de myosine et par la suite le glissement des filaments d'actine. Le relâchement du muscle est le résultat de la réabsorption active des ions calcium. Ces ions vont être réabsorbés au niveau du réticulum endoplasmique.
Il va avoir par la suite la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP, au niveau bien sûr des têtes de myosine, et les filaments de myosine qu'on voyait se détachent de l'actine. Et par la suite, les sites d'attachement actine-myosine vont être de nouveau masqués par une protéine. On a aussi constaté qu'au cours de la contraction du muscle, la concentration de l'ATP reste constante. Vous savez que l'ATP, c'est la source immédiate et principale de la contraction musculaire. Donc, normalement, on s'attend à ce que la concentration de l'ATP diminue. Or, ce n'est pas le cas. Ceci montre bien que le muscle, en fait, est capable de reconstituer ses réserves en ATP. Il existe donc ce qu'on appelle des voies de régénération de l'ATP. On va donc essayer maintenant ensemble de découvrir ces voies de régénération. Au niveau du muscle, la régénération d'ATP se fait par deux voies, la voie rapide et la voie lente. On commence par la voie rapide. Au niveau des filaments de myosine, une enzyme appelée myosine ATPase catalyse la réaction d'hydrolyse d'ATP. Cette réaction aboutit à la libération d'une énergie et de chaleur. Bien sûr, l'énergie libérée par cette réaction va être utilisée au cours de la contraction du muscle. L'ATP utilisé au cours de la contraction peut être régénéré par deux réactions. Tout d'abord, une première réaction au cours de laquelle une molécule appelée phosphocréatine se fixe à l'ADP, l'adénosine diphosphate, et grâce à une enzyme appelée phosphocréatine transférase, il va avoir production d'ATP. La régénération rapide de l'ATP est assurée aussi par une deuxième réaction au cours de laquelle l'ATP est produite à partir de deux molécules d'ADP. Cette réaction est catalysée par une enzyme appelée myokinase. Cette réaction aboutit à la formation non pas seulement d'ATP, mais aussi d'une autre molécule appelée AMP, l'adénosine monophosphate. Ainsi, les molécules d'ATP produites suite à ces deux réactions vont être utilisées pour la régénération de l'ATP utilisée au cours de la contraction musculaire. C'était donc la régénération rapide de l'ATP. On passe maintenant à la régénération lente de l'ATP. Alors, en fait, au niveau du muscle, les cellules sont riches en ce qu'on appelle glycogène. Il s'agit d'une macromolécule constituée d'un grand nombre de glucose. En cas de besoin, la dégradation du glycogène aboutit à la formation de glucose phosphorylé. Ce dernier subit une série de réactions appelées glycolyse qui aboutissent à la formation d'une molécule appelée acide pyruvique. Les réactions de glycolyse permettent la production de deux molécules d'ATP. L'acide pyruvique ainsi obtenu peut être utilisé au niveau du sarcoplasme pour la production d'acide lactique et de deux autres molécules d'ATP. Cette réaction, qui a lieu en absence d'oxygène, est appelée fermentation lactique. D'autre part, l'acide pyruvique peut être aussi utilisé au niveau des mitochondries, là où il va avoir le fameux phénomène appelé respiration. Au niveau des mitochondries, une série de réactions qui ont lieu au cours de la respiration cellulaire et qui nécessitent de l'oxygène permettent la production d'une grande quantité d'ATP. Une partie de ces molécules va être utilisée pour la reformation de la phosphocréatine. Selon cette réaction, ATP plus créatine donne l'ADP plus phosphocréatine, mais la plus grande partie va être utilisée pour la régénération de l'ATP utilisé au cours de la contraction musculaire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Shalom tawfiq, salam alaikum.